La question, c'est de savoir si l'art invisuel existe bel et bien socio-économiquement. Justement, c'est une question un peu provocative, puisque un art qui n'existe pas socio-économiquement, et suivant la thèse de Becker, c'est un art qui n'existe pas du tout. On trouve une relation qui peut commencer par une relation binaire, de face à face, et là on n'est même pas dans l'art invisuel, on est toujours dans des pratiques artistiques traditionnelles, là où les artistes peuvent s'inspirer de loin du fonctionnement, de la dynamique socio-économique et détourner ça, de poser des formes qui questionnent ces économies, telles que des œuvres sur la bourse, sur l'entreprise, objectant, critiquant le fonctionnement capitaliste ou encore conservateur. Mais là, on n'est pas encore dans le monde socio-économique de l'art invisuel, mais je parle un peu de cette relation qui va un peu préparer le terrain. D'un autre côté, il y a beaucoup des interventions d'artistes qui vont foncer dans un autre monde socio-économique, tel que le monde de l'entreprise, pour justement faire des performances, des positionnements. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les pratiques artistiques qui subliment le monde socio-économique et même qui tissent leur propre existence socio-économique sur des extrastructures, sur des modèles qui ne sont pas artistiques. Dans ce sens, le modèle organisationnel, le modèle socio-économique de l'art invisuel se définit comme étant un peu un modèle parasite qui survit sur d'autres modèles extra-artistiques. On a le modèle traditionnel du marché de l'art contemporain. C'est un modèle socio-économique, on va dire, capitaliste, là où l'entreprise est la loi du marché, peut même influencer la pratique, la forme et même conditionne le survie des artistes. Nous avons également une autre dynamique un peu non commerciale, mais là aussi nous sommes dans un peu une pratique résistante à la première. Ce qui différencie de l'une et de l'autre l'art invisuel, c'est que justement, c'est un art qui ne possède pas lui-même en tant que tel un monde organisationnel basé sur un monde du travail, sur des métiers propres à lui. C'est un modèle qui greffe son existence sur d'autres modèles. La théorisation du modèle organisationnel de l'art invisuel nous conduisent à rechercher une terminologie adéquate. Je dirais c'est un modèle parasite, je dirais c'est un modèle extra-artistique, je dirais que c'est un modèle organique puisqu'il n'y a pas un seul modèle cible, il y a plusieurs modèles socio-économiques de l'entreprise ou d'un autre marché, d'une autre activité. Et selon le positionnement de l'artiste pratiquant de l'art invisuel, c'est la décision qui va se faire. On a la grande question de l'histoire de l'art qui est où il y a œuvre. On pose tout le temps la question où il y a œuvre. Avec Malevich, on pose la question sur si l'œuvre est toujours dans le cadre ou à l'intérieur. Avec Duchamp, si l'œuvre est toujours dans le cadre ou
la salle, la pièce, la galerie. Avec Beuys, à nouveau à la recherche de où il y a œuvre dans la société, à l'extérieur des portes de la galerie. Et encore avec l'art, le body art, à nouveau, cet espace de là où il y a œuvre se compresse dans le corps, et puis dans l'idée avec l'art conceptuel, et puis dans le monde virtuel. Mais pour la première fois, la question ne se pose plus sur où il y a œuvre. La question va passer du registre de l'œuvre vers le registre du contenant, c'est-à-dire de l'art. La grande question aujourd'hui de l'art invisuel n'est plus où il y a œuvre, puisque il peut y avoir œuvre là où l'œuvre elle est. Elle n'a pas à se déplacer pour définir le regard du spectateur. La grande question devient où il y a art. Et là, on a des discours qui deviennent légitimes quand on commence à parler de l'art sans art, de l'art sans œuvre, de l'art sans public, du public sans œuvre, de l'œuvre sans artiste, de l'artiste sans presse, de la presse sans critique et de la critique sans art, et ainsi de suite, du public sans public, de l'artiste sans artiste, de l'œuvre sans œuvre. C'est là où se condense la nature créative. C'est là où se condense la définition et le contraire de la définition dans la même forme, dans le même discours, dans la même pratique. Ce n'est jamais une pratique invisuelle qui va illustrer le oui et le non. C'est une pratique invisuelle qui se définit substantiellement, fondamentalement, comme étant une pratique du oui et du non confondus. Une pratique de l'art sans art. Une pratique socio-économique, mais qui n'est jamais une socio-économie propre. Et voilà l'essentiel de l'hypothèse qu'on défend, c'est que le monde socio-économique de l'art invisuel est un monde qui sublime l'existence invisuelle à travers des pratiques socio-économiques extra-artistiques. On pourrait vous objecter en disant que s'il n'y a pas une socio-économie propre, une assise socio-économique propre à l'art invisuel, cet art ne va pas participer à l'évolution de l'art tout court, ou encore n'est pas une évolution en tant que telle. Et c'est là que la réponse est un peu critique, puisque le fait même de ne pas avoir une socio-économie propre fait toute la particularité de l'art invisuel. Puisqu'il y a une socio-économie, c'est une socio-économie distribuée, c'est une socio-économie à base de l'œuvre invisuelle, là où elle est, cette œuvre. C'est une socio-économie qui peut s'en passer de celle de l'art tout court, du marché de l'art. Et c'est là que les défenseurs de l'art contemporain ont tout pour dire qu'il n'y a pas une socio-économie propre à l'art invisuel. Mais c'est justement là aussi que tienne la force de l'art invisuel. C'est puisque c'est une économie qui existe bel et bien et qui survit sans faire appel aux décideurs du flux du marché contemporain. C'est une économie, on va dire,
qui dépasse la résistance, puisque c'est une économie qui ne détourne pas la première nécessairement. C'est une économie qui s'en passe carrément de la première. C'est une pratique parallèle. Nous avons maintenant le marché de l'art contemporain, le marché, on va dire, capitaliste de l'entreprise de l'art contemporain, de l'entreprise conservatrice, je dirais même de la droite. Nous avons le marché de l'art non commercial qui sublime la gratuité en résistance à la première, qui survit des subventions, et c'est une économie en réponse à la première, qu'on peut même dire c'est un modèle socio-économique de gauche. Et nous avons le modèle socio-économique de l'art invisuel, qui est un troisième monde. La grande question de l'art invisuel est substantiellement le dépassement de la droite et de la gauche artistique. Avec l'art invisuel, nous ne sommes plus dans cet esprit conservateur d'un côté et avant-garde d'un autre. Nous ne sommes plus dans cet esprit de conflit culturel, artistique ou traditionnellement basé sur un art conservateur et un autre résistant. Un capitaliste droite et un socialiste gauche qui peut aussi être communiste ici ou extrême droite ici dans ce conflit. Un gagnant-gagnant, c'est une formule de l'art invisuel qui se prononce comme une formule symbolique à la fois et monétaire. On ne va plus dire marché de l'art contemporain, c'est-à-dire l'entreprise, le spectacle, le contrôle, tout ce qui est disciplinaire et ainsi de suite. On ne va pas dire non plus qu'il faut passer par la résistance pour accéder à l'art. Avec l'art invisuel, c'est un monde où les valeurs de ces deux en conflit se retrouvent substantiellement harmonieuses. Mais avec la nouvelle génération actuelle, on peut prononcer qu'une certaine évolution a quand même fait avancer les sociétés actuelles pour ne plus rester dans ce conflit droite-gauche, hérité des deux guerres mondiales. Il y a d'autres formes plus créatives de tous les côtés qui peuvent enrichir notre place dans le monde.